au détail de la norme. Mais avant, excusez-moi, je vais effacer les dessins, d'accord? Donc, le premier chapitre où les exigences commencent, c'est le chapitre 4.1, où on a la compréhension et la connaissance du contexte de l'organisme. Donc, pour pouvoir comprendre où on est situé, on doit avoir une vision, si vous voulez, panoramique de notre contexte. Ça veut dire la vision panoramique, c'est-à-dire qu'on doit définir et maîtriser les enjeux qu'on a, les enjeux, que ce soit internes dans l'entreprise ou externe, à l'extérieur de l'entreprise. Qui pourra me donner des exemples ou la définition des enjeux? Alors, je vais dire pour les personnes qui parlent arabe, un enjeu, c'est-à-dire rihan. Les enjeux sont rihanat, parce que en arabe, c'est plus compréhensible. Donc, c'est l'ensemble des enjeux et des éléments qui influencent notre système de management et qui pourra impacter sa performance. Donc, d'abord, on doit déterminer ces enjeux. Donc, on va voir dans les slides qui suivent des exemples pratiques qui vont faire l'explication de ces enjeux. On va ensuite déterminer les parties intéressées et leurs attentes et on doit définir le domaine d'application de notre système de management de l'environnement. Donc, ces trois éléments sont la base pour connaître notre contexte. Ensuite, avec la détermination des risques et opportunités, ça veut dire les risques et opportunités. Les risques par rapport au contexte de l'organisme, c'est-à-dire les risques qu'on encourt si on ne prend pas en considération leur impact. Et bien sûr, on doit profiter des opportunités que notre contexte nous fournit. Je vais expliquer davantage. Alors, la connaissance de contexte de l'organisme, c'est une réflexion stratégique, ou plutôt managériale, qui permet à l'organisation de se situer, c'est-à-dire de voir de la partie extérieure où on est par rapport à l'environnement d'où on vit. Si on est à l'Europe de l'Ouest, par exemple, notre organisme se situe à l'Europe de l'Ouest, c'est pas la même chose si notre organisme se situe en Chine. Parce que le contexte est différent. Le contexte économique, politique, géographique, toutes les parties y sont vraiment différentes. Donc, la réflexion stratégique par rapport au contexte, elle est tellement importante pour pouvoir déterminer le contexte de l'organisme. C'est ça le point de commencement de notre système de management. Si on ne connaît pas notre contexte, on ne pourra pas se situer, on ne pourra pas développer un système adaptable qui s'adapte à notre environnement. Donc, j'explique davantage. Alors, quels sont les enjeux qu'on doit prendre en considération? Donc, on doit lister les différents facteurs qui influencent notre environnement de l'entreprise. Et bien sûr, les analyser et analyser les risques et opportunités qui vont avec. Alors, il y a une manière que généralement les responsables et les managers utilisent pour lister les différents enjeux qui influencent le système de management. C'est la méthode PESTEL. PESTEL, c'est-à-dire qu'on prend en considération les éléments politiques, parce que si on est un organisme qui se situe en Libye, par exemple, en période de guerre, donc on ne va pas développer le même système de management, que ce soit de la qualité, que ce soit de l'environnement, que ce soit de la santé et sécurité, comme si on est au Maroc, ou en France, ou au Canada, etc. Donc le contexte politique, il joue un rôle très important. Également pour l'économie, le contexte d'économie. Si jamais le pays il connaît une croissance très évolutive par rapport à l'environnement et par rapport à l'industrie, donc on doit prendre ça en considération également. Également, on a un contexte social. Donc, un contexte social, c'est surtout le mindset des habitants, des citoyens, des employés, bien sûr, parce que toute entreprise, il prend ses employés des habitants, des citoyens qu'on a majoritairement. Donc, le climat social et la conscience sociale jouent un rôle très important
dans notre système de management. On doit prendre en considération le niveau de connaissance et le niveau de conscience de nos employés et de notre population. Également pour la partie technologique. Si la technologie est assez développée dans le pays où on a accès à cette technologie, ça aide beaucoup à avoir un système de management performant. Pourquoi pas? Puisque la technologie permettra, pourquoi pas ne pas profiter? Également l'environnement. Par exemple, si l'entreprise est implémentée dans une zone rurale où il y a la majorité des terres agriculture et il y a des bétails bien sûr. Donc on doit prendre en considération cet enjeu. C'est-à-dire, si on a des rejets liquides, on doit penser à l'agriculture, on doit penser aux rejets atmosphériques parce que si on a des personnes proches, si on a des animaux proches, on doit les respecter. Si jamais on est dans une forêt ou proche d'une forêt, on ne peut pas se permettre d'émettre beaucoup de bruit. On doit penser à des mesures préventives, acoustiques pour ne pas déranger la population des oiseaux ou des animaux. Ça, c'est juste un exemple. Si on est proche de la nappe phréatique, par exemple, ou on est proche d'une rivière et on a des rejets liquides, on ne peut pas se permettre de tout mettre sur la rivière. Donc, on doit prendre en considération cet enjeu. Pourquoi le prendre? Pour planifier les actions face à ça, pour prendre les mesures nécessaires pour minimiser nos impacts environnementaux. Le dernier dans le PESTEL, c'est la partie législation légale. Si on est en Chine, par exemple, on va avoir une pénalité de je ne sais pas combien de millions de dollars si on ne respecte pas l'environnement. C'est pas pareil si on est au Maroc ou on est en Tunisie ou en Algérie, etc. Donc la législation, elle est différente d'un pays à un autre. Donc le côté légal et législatif doit être prise en considération dans la détermination de notre système de management environnemental. Donc, j'espère que les exemples que j'ai donnés et la méthode de PESTEL permettra à toute entreprise de se situer. Donc, ici, je vais donner des exemples vivants des enjeux externes. Par exemple, nos riverains, c'est les voisins. Supposons qu'on est une entreprise dans une zone franche. Donc, nos riverains, nos voisins seront la majorité des sociétés industrielles, c'est-à-dire de même type et notre impact ne sera pas très significatif. Par contre, si on est une société de textile ou une société de fabrication mécanique située à Ain Sebaa, par exemple à Casablanca, comme vous savez, à Ain Sebaa, il y a plusieurs sociétés qui sont implémentées au cœur des quartiers populaires. C'est-à-dire, votre voisin, c'est un être humain. Et si vous avez des machines qui travaillent 24 sur 24 et qui émettent des bruits considérables, vous devez prendre ça en considération et vous devez implémenter des mesures acoustiques pour limiter les sons. En plus, un enjeu externe très important, c'est l'enjeu économique, comme on a dit. Donc, c'est l'économie de pays, il permet de vous donner des facilités. Il faut en profiter. Donc, ça, c'est un enjeu à prendre en considération. La réglementation, les lois, etc. Tout ça, ce sont l'ensemble des enjeux externes que le système de management environnemental doit prendre en considération pour assurer la performance. Les enjeux internes, c'est surtout les êtres humains, nos employés, la vision stratégique du groupe. Si on fait partie d'un groupe, donc il a toujours une vision stratégique à travers le monde. Donc cette vision doit être incarnée et doit être prise en compte dans notre système de management environnemental. C'est-à-dire, on ne va pas bâtir un système sans prendre en compte ces enjeux et des exigences infligées par le groupe. Donc, en bref, on a l'ensemble des enjeux internes et externes selon la PESTEL, diagramme de PESTEL, qu'on doit prendre en considération pour tracer l'image globale de notre système. Alors ensuite, on a parlé des risques et des opportunités. Alors, il n'y a pas mieux que le SWOT, la matrice de SWOT, pour incarner qu'est-ce que ça veut dire, les risques et opportunités, les forces et faiblesses et les menaces qu'on a dans notre contexte. Alors, c'est pas l'analyse des risques et opportunités pour chaque processus, ça, on va le voir dans le chapitre 6, c'est l'analyse SWOT pour le contexte, pour se situer. Donc ici, vous pouvez voir un exemple d'une société informatique.
donc qui a un système de management intégré et qui a pu incarner ses forces et ses faiblesses dans la matrice de SWOT. Ils ont cité comme force qu'ils ont des compétences et ressources disponibles. Ça, c'est une force qui va mettre en avant leur système de management. Ils ont une documentation solide. Ils ont un engagement de la direction. Comme on a dit, l'engagement de la direction et le leadership, il est au cœur de tout système de management. Ils ont également cité leurs faiblesses, qui est par exemple ici le manque de connaissance des normes de management de la sécurité, de systèmes d'information, parce qu'ils gèrent les systèmes d'information et comme on sait, la sécurité, c'est un point très primordial dans les systèmes d'information. Donc, ils ont comme faiblesse. Donc, ils doivent travailler sur cette faiblesse. Ils doivent prendre ça en considération pour développer des mesures préventives ou bien correctives en cas d'attaque, cyberattaque ou virus, etc. Ils ont également défini leurs menaces. Donc, ils ont un environnement économique de plus en plus complexe. Peut-être cette société se situe en Europe et le contexte économique là-bas, il est très complexe par rapport au système d'information, par rapport aux entreprises, par rapport aux concurrences, etc. Ils ont également comme menace le manque d'expertise en matière de sécurité des systèmes d'information. C'est à la fois une faiblesse et une menace. Donc, ils ont cité également les opportunités, c'est-à-dire les opportunités pour préserver la pérennité, pour la maîtrise des coûts, pour améliorer la rentabilité, etc. Ça, c'est un exemple vivant de l'efficacité de la matrice SWOT. Donc, quand on est un responsable environnemental, on doit détailler nos forces, faiblesses, menaces et opportunités selon la matrice de SWOT. Il n'y a pas mieux. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre outil, mais la SWOT, il reste une manière efficace, simple et bien précise. Alors, donc, on a parlé au chapitre 4.1 du contexte de l'organisme, c'est-à-dire savoir se situer, définir les enjeux internes et externes relatifs à l'environnement de l'entreprise et bien sûr définir les forces, faiblesses, menaces et opportunités selon le SWOT. Donc, maintenant, on passe à la partie 4.2. Donc, c'est une suite logique. On a déterminé le contexte. Maintenant, on a besoin de déterminer les éléments d'entrée, les exigences. Les exigences qui sont issues généralement des parties intéressées. Donc, chaque entreprise, chaque système de management, que ce soit de la qualité, de la santé, sécurité ou autre, il a des parties intéressées. Qu'est-ce que ça veut dire une partie intéressée? Une partie intéressée, c'est une personne ou un organisme qui influence ou pourra être influencé par notre activité ou bien sûr s'estime être influencé par l'activité ou les décisions de l'entreprise. Donc ici, une schématisation de la sphère d'influence. Donc, vous voyez ici au cœur, l'entreprise avec ses employés, elle est au cœur de cette sphère d'influence. Et bien sûr, l'entreprise n'est pas seule dans son environnement. Il y a toute une chaîne de valeur qui commence par la chaîne d'approvisionnement et finit par le consommateur, distribution, consommation et puis les déchets qu'on doit traiter. Donc, parmi les parties intéressées qui peuvent être influencées et influencer également l'environnement et le contexte de l'entreprise, c'est les sous-traitants, les fournisseurs, qui nous fournissent soit des prestations de services, soit de la matière première. Donc, de la matière première, donc on a les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, on a l'État qui exige beaucoup de lois, on a nos partenaires, on a nos actionnaires, on a des associations, des banques, etc. Toute partie de la sphère d'influence, il a un impact sur l'entreprise. Ça veut dire un impact, c'est-à-dire qu'il peut influencer son système de management par des décisions, par des éléments d'entrée, par des attentes escomptées ou non escomptées, par des changements, etc. Donc, ici, on doit prendre en considération toute la sphère d'influence jusqu'à la production et puis la consommation et puis le cycle de vie de produits qui englobe le traitement de ces déchets. Donc, je passe
aux attentes des parties intéressées. Comment un organisme réellement il pourra déterminer si une partie intéressée elle est pertinente ou non? Parce que c'est ça la nouveauté de la norme, parce que la notion des parties intéressées était également dans les autres normes. Mais dans la version 2015, on a la notion de partie intéressée pertinente. Ça veut dire pertinent, c'est-à-dire qu'on a obligatoirement une influence sur elle où notre système de management environnemental il est influencé par une décision ou un changement de cette partie intéressée. Donc, sur le plan pratique, les sociétés sont invitées à lister les parties intéressées, donc que ce soit pertinente ou non pertinente. Ici, un tableau explicatif comme exemple. On a par exemple les consommateurs, les clients, contracteurs, les fournisseurs, les distributeurs, les prestataires de services, les médias qui jouent bien sûr un rôle très important, surtout lorsqu'on est une multinationale implémentée dans plusieurs pays. Donc, on doit lister l'ensemble des parties intéressées. Donc, on doit voir s'ils ont un lien avec nos enjeux, externes ou internes. Pratiquement toute la sphère d'influence, il a un lien avec notre système de management. Et après, on doit déterminer si cette partie il est susceptible d'être affectée par la performance environnementale, c'est-à-dire il est impacté par nos activités industrielles, par exemple. Prenons par exemple nos clients ou contracteurs. C'est eux qui achètent de la marchandise ou nos produits. Bien sûr, c'est une entité qui est susceptible d'être impactée parce que notre produit, avec sa qualité, avec ses défauts, avec ses déchets, il va parvenir au client. Donc, bien sûr, il est obligatoirement affecté par notre système de management. Aussi, le client, c'est une partie intéressée qui pourra impacter nos objectifs. C'est-à-dire, si le client il arrête de recevoir, ou bien il a des réclamations, ou bien il inflige des changements radicaux dans nos produits, donc il impacte directement notre système de management environnemental et bien sûr nos objectifs. Donc, et ainsi, si on cite le lien, l'influence qu'on a et l'influence que la partie intéressée il a sur notre système, on pourra juger si notre système il est pertinent ou non. Par exemple, prenons le syndicat professionnel. Dans toute entreprise, on a un syndicat professionnel ou bien les délégués de personnel. Ils ont toujours un lien très étroit avec nos enjeux, bien sûr. Est-ce qu'ils sont susceptibles d'être impactés par notre performance environnementale? J'en doute, parce que généralement, ils ne sont pas impactés. Est-ce qu'il impacte nos objectifs de système environnemental? Je parle toujours environnement. Si on est dans l'optique de l'ISO 9001 de la qualité, bien sûr, ils sont impactés et ils ont un impact important. Mais ici, dans l'environnement, supposons que le syndicat, il n'a pas un impact. Il n'est pas influencé, il n'est pas impacté par nos décisions. Donc, ce n'est pas défini comme partie intéressée pertinente. On va mettre non, ce n'est pas une partie intéressée pertinente. On va prendre en considération leurs attentes, mais pas forcément les intégrer dans notre système de management environnemental. Donc, cette démarche, elle est assez simple et cet exemple, il incarne comment on pourra définir les parties intéressées prenantes ou pertinentes comme définies par la norme. Alors, donc, on a défini nos enjeux, on a défini les opportunités, les menaces, les faiblesses qu'on a. On a défini également et listé l'ensemble des attentes des parties intéressées. Donc, on a besoin maintenant, pour compléter la contextualisation de notre système, on a besoin de déterminer le domaine d'application. Qu'est-ce que ça veut dire le domaine d'application d'un système de management généralement? C'est-à-dire quelles sont les activités qu'on doit inclure ou exclure. Je vais donner un exemple. Supposons qu'on ait une entreprise qui a deux activités en parallèle. Une activité de textile, une activité, je dirais, d'assemblage des pièces métalliques. Donc, moi, comme gérant, comme direction, je souhaite certifier mon système de management pour l'activité de textile parce que c'est là que je vois qu'il y a des impacts, des activités qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement. Par contre, l'assemblage des pièces métalliques et où j'ai pas de revue, je reçois les pièces prêtes et je ne fais que l'assemblage et puis j'envoie à un sous-traitant ou bien un tiers.
Donc, je ne vois pas la nécessité d'inclure la partie cette activité dans mon domaine de système ou bien dans mon système de management environnemental. Donc, j'ai le droit, mais à condition que je dois justifier pourquoi inclure ou exclure. C'est plutôt exclure. Pourquoi exclure cette activité? Donc, on définit notre domaine d'application tout en prenant en compte la perspective de cycle de vie. Pourquoi le cycle de vie d'un produit est-il important? Elle est primordiale parce que tout produit, il commence par la matière première et il finit bien sûr par être détruit ou recyclé. Donc, il aura certainement un impact tout au long de la chaîne de valeur. Donc, le cycle de vie de notre produit, il est très important à examiner pour pouvoir inclure ou exclure une activité que l'entreprise est en train de faire et bien sûr, en fin de compte, de déterminer son domaine d'application. Donc, on trouve toujours le domaine d'application dans les certificats. Quand on délivre un certificat de certification, bien sûr, de système de management, c'est là qu'on détermine est-ce que cette activité elle est incluse ou elle est excluse. Par exemple, dans le système de management de la qualité, il y a des entreprises qui ne font pas de la conception. Donc, on trouve que la partie conception, elle est exclue. Et c'est normal parce qu'ils ne font pas. Ou bien, elle est sous-traitée, ou bien, elle est faite au niveau de groupe. Donc, elle n'est pas faite localement. Donc, l'entreprise a le droit d'exclure ce domaine d'application. Donc, le domaine d'application d'un système de management environnemental, il englobe toutes les activités, les produits, les services maîtrisables ou influençables. Influençable, c'est-à-dire qu'on influence ou qu'on est influencé avec. Donc, et il faut bien sûr justifier les exclusions. Donc, on est bien d'accord. Je pense que maintenant, on a terminé la partie de contexte de l'organisme. Rappelez-vous qu'on a vu ensemble le contexte avec les enjeux internes et externes selon la PESTEL, les forces, opportunités, menaces, etc. qu'on a vu sur la SWOT et on a déterminé notre domaine d'application. Donc là, on est bien situé, on connaît très bien les limites de notre domaine de système, de notre domaine d'application de système de management environnemental. Donc, on est bien là. On sait qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, on passe à la partie pratique. Donc, le chapitre... Madame Niamet, juste avant de passer vers le chapitre leadership, on a une question de Madame Hanan Selmi qui dit que est-ce qu'on peut utiliser l'outil PESTEL pour déterminer la pertinence des parties intéressées? La pertinence des parties intéressées. Je ne pense pas vraiment parce que si on utilise la PESTEL pour déterminer est-ce que la partie intéressée est pertinente ou non, on va prendre en considération beaucoup de critères. Donc, les critères économiques, critères écologiques, etc. C'est bien de le prendre. Si on a la capacité de faire une analyse assez détaillée, c'est un plus. Mais généralement, on ne fait pas ça parce qu'on laisse la PESTEL pour les enjeux. Bon, de toute façon, on a de la cohérence entre les deux notions des enjeux et attentes de parties intéressées. Parce que lorsqu'on détermine les enjeux à travers la PESTEL, on est déjà en train de prendre en considération les attentes des parties intéressées. Donc, à mon avis, donc pour simplifier les choses, il faut utiliser un tableau simple relatif à l'influence, parce que c'est ça la définition de la norme par rapport à une partie intéressée. Et laissant le PESTEL surtout pour les enjeux. Sinon, on va se perdre. J'espère que j'ai bien répondu à la question, mais c'est toujours possible. Toute analyse exhaustive, il est souhaitable. Ça dépend de chaque entreprise, de sa capacité. D'accord? Merci. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions avant de passer à la partie leadership, je suis prête à répondre. D'accord? Donc, on continue. Question Madame Niamet de Imen Bouhaddou. Y a-t-il moyen de mesurer cette pertinence avec des pondérations? Oui, ça c'est souhaitable. Si on a une matrice de pondération et on va calculer, on va par exemple fixer une échelle de 1 à 5 de pondération par rapport à l'influence,
notre influence sur cette partie ou l'influence de cette partie sur notre système ou sur notre organisme. Donc, si on arrive à faire ça, ça sera souhaitable. Comme ça, on aura un calcul mathématique de l'influence et on déterminera si la partie intéressée est pertinente ou non. Donc, la pondération est toujours une bonne solution. Donc, ce que j'ai donné, c'était juste un exemple. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme outil ou technique. D'autres questions? Non, c'est tout, on peut continuer. D'accord. Donc, alors, on passe au chapitre 5. C'est énorme parce que tout commence par l'engagement du top management et de la direction. Alors, le leadership, c'est une nouveauté dans la norme, la version ISO 14001 version 2015. Pourquoi c'est une nouveauté? Parce que avant, dans les modèles un petit peu archaïques, il y avait la direction qui donne la délégation de management de système à un représentant ou à un responsable. C'était généralement le responsable de système de management intégré ou système de management qualité, santé et sécurité, etc. Mais on a remarqué, les auditeurs, ils ont remarqué que lorsqu'on délègue quelqu'un, c'est-à-dire qu'on jette toute la responsabilité sur une personne et la direction, il n'a pas assez d'influence et il n'est pas vraiment engagé dans la politique et dans le système de management. Chose qui rend un petit peu les choses difficiles et parfois les personnes, ils n'arrivent pas à assumer cette grande responsabilité. Donc, la version 2015, elle est venue pour changer un peu cette notion et rendre la responsabilité à la direction et au top management. Donc, ce n'est plus le cas d'un représentant ou bien un responsable qui va faire tout, c'est la direction qui va s'engager de A à Z. D'ailleurs, le contexte, la partie contexte qu'on a vue sur le chapitre 4, elle est principalement élaborée et suivie par la direction. Alors, la notion de leadership, il a amené avec elle l'approche par les risques et opportunités. Comme on a dit, tout processus qui fait partie de système de management environnemental, il doit se baser sur l'analyse des risques et opportunités. Donc, il doit prendre en hauteur les enjeux environnementaux dont la société elle vit et il doit favoriser l'implication du top management, c'est-à-dire le représentant légal de la société ou les managers qui gèrent l'entreprise. Donc, le leadership, il joue un rôle moteur de la direction qui doit démontrer l'encadrement et son leadership, c'est-à-dire leadership. Ce n'est pas juste donner les ordres, mais donner le soutien, tracer les lignes directrices, avoir une stratégie, avoir un plan managérial, avoir un roadmap, la map qui va autoriser à toute personne qui fait partie du système de management, qui va lui autoriser de se situer et de connaître ses objectifs et de connaître les moyens d'atteindre ses objectifs et bien sûr d'avoir les ressources nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, le leadership, il est décliné à l'encadrement, il est décliné dans toutes les parties de système de management. Aussi, avec le leadership, on a la notion de l'approche processus. La notion de l'approche processus, elle n'est pas nouvelle. Donc, on a parlé déjà de la cartographie des processus, comme dans l'NF1001. Donc, c'est valable aussi pour l'ISO 14001. Donc, on doit avoir des processus cohérents qui sont en corrélation, qui ont des éléments d'entrée et des sorties, qui interagissent entre eux et qui constituent notre système de management environnemental. Donc, chaque processus, que ce soit de management ou de réalisation ou de support, doit avoir des indicateurs de performance, bien sûr qui sont en étroite liaison avec les enjeux de l'organisme et le contexte qu'on a déjà déterminé, et on doit maîtriser les processus, c'est-à-dire la direction doit avoir une maîtrise totale de tous les processus qui rentrent en vigueur et qui constituent notre SME. Donc, toujours en prenant en considération les risques et les opportunités.
Pourquoi les risques? Parce que si jamais on ne prend pas en considération ces risques, on a le risque d'avoir un système qui n'est pas performant ou bien un système de management qui n'est pas réaliste et qui restera juste dans les procédures et juste sur le paperasse, mais qui ne va pas être un système dynamique, vivant, qui va aider vraiment à maîtriser l'impact environnemental et à aider les employés, les parties intéressées, bien sûr, à atteindre leur objectif. Donc, l'objectif ultime, c'est la protection de l'environnement, parce que l'environnement, c'est l'être humain. Il y a une liaison très étroite et très corrélative entre les deux. Alors, notre système de management environnemental, il doit être toujours aligné et cohérent avec les orientations stratégiques et managériales. C'est-à-dire que c'est la direction qui trace les lignes directives et qui donne toutes les ressources nécessaires et tout ce qui est nécessaire pour un système performant. Qu'est-ce que ça veut dire ce leadership? On va voir en détail qu'est-ce que le chapitre 5 exige. Alors, la première des choses, avant de commencer tout système, on doit avoir une politique environnementale. C'est quoi une politique? C'est-à-dire une stratégie, une démarche qui incarne les objectifs de l'entreprise. Donc, cette politique doit bien sûr avoir un lien avec la finalité et le contexte de l'entreprise et bien sûr incarne les aspects environnementaux et leur maîtrise. La politique environnementale doit comprendre les engagements de respect des obligations de conformité. Quand on parle des obligations de conformité, on parle de plusieurs axes. La conformité réglementaire, la conformité par rapport aux exigences des parties intéressées, si on a bien évidemment un groupe ou un actionnaire ou un partenaire qui a des exigences particulières en termes d'environnement, on doit respecter ces obligations et on doit écrire que nous avons un engagement par rapport à ces obligations. Il doit bien sûr être engagé sur la protection et la lutte contre la pollution. Il doit bien sûr contenir l'amélioration continue. Donc la norme ici, elle donne des points explicites par rapport à ce qu'on doit écrire dans notre politique environnementale. Sur le terrain pratique, c'est quoi la politique? Généralement, c'est un document donc, qui reflète toutes les orientations stratégiques de l'entreprise, où la direction s'engage à lutter contre la pollution, il s'engage à respecter ses obligations, il s'engage à mettre en place tout ce qu'il a planifié et bien sûr maintenir l'amélioration en continu. Donc, notre politique environnementale doit fournir un cadre pour les objectifs. Je reviens un peu sur ça. Donc, la politique, lorsqu'on établit ce document, on doit prendre en considération tous les enjeux qu'on a cités avant. On doit montrer à nos parties intéressées et surtout nos employés, nos fournisseurs et nos clients qu'on est bien engagés dans cette démarche. Donc, il doit être communiqué en interne comme en externe. Donc, c'est un document qu'on pourra imprimer et le mettre à disposition sur l'entrée principale, sur le couloir principal de la société, à la cantine, etc. Parce que c'est généralement, c'est parmi les best practices, c'est ce qu'on fait dans les sociétés. Et pour les parties intéressées comme les fournisseurs et les auditeurs et bien sûr les clients, on communique à travers les emails ou lorsque les clients ils demandent un package des papiers, on envoie également notre politique environnementale. Concernant les fournisseurs et les sous-traitants, parce qu'ils ont une grande influence dans notre système de management, c'est principalement le rôle de département achat. C'est au cours de signature des contrats ou bien de l'émission des ordres d'achat. Donc, ils peuvent communiquer la politique, ils peuvent même mettre les parties intéressées en communication directe avec le représentant légal de la société qui est le dirigeant ou bien sûr le responsable environnemental. Donc, il va expliquer et veiller à ce que cette politique elle est bien évidemment comprise par tout le monde.
aussi pour nos employés, parce que dans la majorité des industries, on a des collaborateurs opérateurs qui travaillent en shift, qui n'ont pas toujours tendance à lire les affiches, etc., ou qui n'ont pas des adresses email. Donc là, c'est le rôle des ressources humaines, et spécialement le service de formation. Donc le service de formation, il veille à expliquer la politique environnementale au moins une fois par an durant les communications qu'on entame avec les collaborateurs. Aussi, les représentants de départements HSE, ils peuvent, durant la formation d'intégration, ils peuvent expliquer la politique et les orientations. Ça, c'est en globalité ce qu'on fait sur le terrain pratique. Alors, on passe à la partie la plus importante, c'est les rôles et responsabilités, qui est le 5.3. Donc, comment la direction elle assure le rôle et la responsabilité et l'autorité de ses employés. Si vous avez une petite réponse, vous pouvez partager avec moi en chatant. Donc, la direction, toujours, il a un organigramme. Donc, dans cet organigramme, on a les personnes qui dirigent chaque département et les collaborateurs qui travaillent avec. Donc, chaque personne qui fait partie de cet organigramme, il a un descriptif de fonction ou bien job description, comme on appelle. Donc, on doit toujours trouver que la responsabilité par rapport au système environnemental doit figurer sur le descriptif de fonction. Et c'est général pour tout le monde. C'est pas juste, ça concerne pas juste les managers ou bien les personnes qui font partie du département HSE, ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde doit avoir dans son job description la partie responsabilité environnementale et contribution dans l'amélioration du système de management environnemental. En plus, la direction elle doit attribuer la responsabilité pour garantir la conformité de SME et pour rendre compte à la direction de la performance de SME. Parce que lorsqu'on met en place un système de management environnemental, on doit veiller à ce qu'il soit performant, c'est-à-dire on doit le surveiller. Donc les personnes qui ont l'autorité et qui ont la responsabilité de reporter à la direction, ils doivent toujours donner un compte rendu avec la performance, avec les résultats. Est-ce qu'on est proche de l'objectif? Est-ce qu'on a atteint l'objectif ou on a encore besoin de ressources, etc. pour réaliser les résultats escomptés? Madame Niamat, oui. Juste une petite question de la part de Madame Wissal Ouyoub ou bien de la part de Madame Selma Benwali. Elle demande c'est qui doit rédiger la politique? Est-ce que c'est le responsable environnement? D'accord. Donc, qui doit rédiger? Normalement, la politique ne peut pas être rédigée par une seule personne. Donc, on doit avoir un comité qui va rédiger la politique. Généralement, dans les multinationales, c'est le groupe qui s'occupe de la rédaction de cette politique. Et ensuite, il communique aux filiales, aux différentes filiales à travers le monde. Donc, ça, c'est le cas pour les multinationales. Pour les PME, petites et moyennes entreprises, donc, c'est un comité. Généralement, le dirigeant ou le propriétaire de la société, il constitue un comité, y compris le responsable environnemental ou le responsable HSE, et les managers, les délégués ou les actionnaires, quelqu'un qui représente les partenaires et actionnaires pour rédiger la politique. Donc, ce n'est pas une seule personne parce que c'est un travail pluridisciplinaire qui doit vraiment refléter l'engagement de la direction. Merci. Deuxième question, cette fois-ci sur la partie rôle et responsabilité. La question, elle est toujours de Madame Iman Bouhaddou. Quelle est la différence entre une responsabilité et une autorité? D'accord. Donc, une responsabilité, c'est ce qu'on trouve généralement dans le descriptif de fonction, c'est-à-dire que Flan, il est responsable sur le management des déchets, sur le suivi d'élimination ou de traitement, etc. Ça, c'est une responsabilité. L'autorité, elle est donnée à peu de personnes, les personnes qui pourront freiner et stopper toute activité ou non-conformité qui pourra avoir un
un impact négatif sur le système de management environnemental ou sur l'environnement globalement. Donc, l'autorité, c'est d'avoir le pouvoir de stopper, d'avoir le pouvoir d'ailleurs d'identifier la non-conformité, parce qu'on est tous responsables. Mais est-ce qu'on a tous le pouvoir de freiner ça? Est-ce qu'on est tous sensibilisés par rapport au relevé des écarts? Ce n'est pas le cas. Donc, l'autorité, c'est un stade plus élevé de la responsabilité. Je pense que c'est clair. Merci beaucoup. Donc, il y a autre question, Ali? Non, on peut continuer. D'accord, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, oui. Donc, je termine par rapport au rôle et responsabilité. Donc, globalement, la direction, il doit définir qui fait quoi. Quels sont les rôles et les responsabilités et les autorités de chacun pour pouvoir assurer l'efficacité et l'efficience de notre système de management d'environnement. Donc,